Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire donc Finance Innovation en partenariat avec FanVoice et avec aussi la participation de The Machinery et EDF, donc qui portera sur les méthodes pour garantir le succès commercial de nos nouvelles offres. Bienvenue à tous et ravi de vous accueillir. Donc rapidement pour les quelques personnes qui ne savent pas encore, donc Finance Innovation est une association créée en 2007 sous l'influence de l'État et du ministère de l'économie. Donc on est le leader français de l'accompagnement des fintech, insurtech et acteurs du secteur financier. Pardon. Notre but c'est de les aider à tisser des liens avec les partenaires nationaux et internationaux pour accélérer leur croissance, lever des fonds, etc. Voilà, donc on les met en relation et on les aide à se développer. On est donc très heureux de faire ça aujourd'hui avec FanVoice et The Machinery qui sont tous deux membres de Finance Innovation. Voilà, et donc c'est avec grand plaisir que je vais laisser du coup la parole à Julie qui va vous présenter les tenants et les aboutissants de ce webinaire. Tout à fait. Merci Clément et bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous ce matin pour cette heure d'échange et de présentation. C'est un véritable trio inédit qu'on vous propose, hein, c'est-à-dire que moi-même, accompagnée de Florent et Pascal, qui vont se présenter dans un instant, on est là tous les trois aujourd'hui parce qu'on va vous parler de quelque chose qui se passe en ce moment. On va vous parler d'une méthode concrète qui permet, comme la promesse de notre webinaire le souligne, de garantir le succès commercial de vos nouvelles offres. Donc, on est dans un sujet d'actualité et on espère que cela vous plaira. Donc, moi, je suis Julie Devinant, DGA de FanVoice, et puis Florent Pascal, je vous laisse peut-être rapidement vous présenter, puis ensuite on enchaîne. Bonjour, moi c'est Florent Guyénon, je suis cofondateur de The Machinery, dont je vais parler dans un instant. Oui, bonjour, Pascal Riwal. Moi, je suis à EDF depuis quelque temps déjà et sur le sujet qui nous occupe, je suis chef du projet d'un produit carnet numérique du logement. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est Pascal qui va ouvrir le bal dans un instant. On voulait trouver un angle et une catchphrase pour introduire ce webinaire. Et ce qu'on s'est dit, pour résumer tout ce qu'on va vous raconter par la suite, c'est ça le fil conducteur de notre présentation de ce matin. C'est qu'une offre bien conçue, elle sera facile à commercialiser, et qu'une offre facile à commercialiser, c'est une offre qui est bien conçue. Et on va vous expliquer et vous montrer comment, à travers l'utilisation de solutions comme FanVoice ou The Machinery, évidemment pilotées par la brillantissime team d'EDF, on arrive à engager des clients, à recueillir des insights et être dans cette justesse d'écoute, d'exécution et de commercialisation. Donc, ce qu'on vous propose, ça va être un trois temps. Un premier temps où Pascal, on va te laisser présenter, alors peut-être EDF, mais je pense que tout le monde connaît bien EDF, mais surtout le carnet numérique du logement et ses enjeux en 5-10 minutes. Ensuite, je rebondirai sur ce qu'on a fait côté FanVoice pour venir alimenter la réflexion autour de ce carnet numérique du logement. Puis Florent prendra la parole sur évidemment comment The Machinery également est impliqué sur le sujet. Et on terminera par quelques questions, Pascal, qu'on t'adressera. Voilà, donc la scène est à toi, Pascal. Qu'est-ce donc que le CNL et quels sont les enjeux que vous avez rencontrés, que vous rencontrez chez EDF autour de ce sujet? On ne t'entend pas, Pascal, tu es en… Oui, c'est normal, je suis en mute. Voilà. J'utilise une présentation ou je le fais avec les mains là? Écoute, c'est comme tu préfères. On peut simplement t'écouter si tu veux avoir quelques slides. Voilà. Non, mais je vais le faire avec les mains, c'est plus simple. Exactement. Bon, je pense c'est le groupe EDF, je ne le présente pas, c'est un groupe qui est gigantesque, qui fait à la fois de la production d'électricité, qui fait la gestion des réseaux électriques et qui fait de la fourniture d'électricité et qui bien sûr fait plus que ça, puisqu'il fait aussi la fourniture de toute une série de services hein, à travers un certain nombre d'entités, je dirais par exemple les chaudières ou les travaux avec Easy qu'on entend ces derniers temps, histoire de faire un petit peu de publicité hein, sur les plateformes. Et donc c'est un groupe gigantesque. Et donc en 2017, 2016-2017, en fait, il y a eu l'État qui, dans le cadre de quelque part la digitalisation du secteur du logement, s'est dit ce serait bien d'avoir
une espèce de carnet de santé digital de chaque logement pour pouvoir le suivre dans le temps. Et donc, au moment des opérations de vente, de location, voilà, on aurait quelque chose où tout serait capitalisé. Partant du constat que chacun d'entre nous font, c'est que si vous regardez comment vous avez rangé les documents de votre logement, en général, c'est pas très brillant. C'est d'un côté les actes notariés, les factures, les travaux, voilà, tout ça est plus ou moins bien rangé. Ça va bien sûr de la corbeille de papier avec l'ensemble des documents à quelque chose de plus classé, voire digitalisé, mais enfin bon, c'est jamais très brillant. Et donc l'État a lancé un appel d'offres en 2016. On y a répondu un petit peu en se disant, voilà, le logement, c'est quand même un lieu où EDF fait de la fourniture d'électricité, mais pas seulement. Et donc, c'est une des façons de rentrer en contact avec le particulier. Et puis, depuis 2017, il y a eu toute une histoire un peu compliquée et l'État a quelque part fait une espèce de course de vitesse avec la réglementation, promettant à chaque fois que le produit carnet digital du logement serait obligatoire. Mais bon, voilà. Donc, où est-ce qu'on en est à l'instant T? L'État est en train à nouveau de réécrire ça dans une loi actuellement, là, au mois de juin, au Sénat. Et a priori, ça devrait devenir obligatoire soit en 2023, soit en 2022. On verra fin juin ce qui se passe. Indépendamment de ça, nous, quelque part, à EDF, on a mobilisé une équipe je dirais, relativement courte, commando. Et puis, l'idée, c'était de sortir un produit très vite, pas cher, d'éviter de dépenser trop et d'essayer de comprendre le marché. Donc, on a eu quelques années pour le faire, on a eu quelques projets de loi qui nous ont un petit peu orientés, et puis il y a eu un certain nombre de discussions non négligeables avec les acteurs du logement. Voilà. Et donc, c'est ça le carnet numérique du logement. Aujourd'hui, on a un vrai produit, et puis on a une réglementation qui va atterrir, et puis on a une connaissance des différents marchés, de la construction des logements, des bailleurs, de la vente, et puis on a un besoin de bien connaître aussi comment le particulier qui a un logement, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il est prêt à utiliser, comment il peut l'utiliser, quelle sera son occurrence d'utilisation d'un tel produit. Voilà, donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est appuyé sur les compétences de FontVoice et de The Machinery. Je m'arrête là parce que je suis bavard. Ah, non, mais c'est parfait, c'est absolument parfait. Ça pose bien les enjeux à la fois donc du cadre global de réflexion et ce que dit Pascal, effectivement, c'est que voilà, ce qui était et quand on a commencé à discuter tous ensemble autour de la table, ce qu'il y avait au cœur de cette démarche, c'est un moment de se poser la question, mais tout un chacun, d'ailleurs vous tous là aujourd'hui, ce matin, incarner le numérique du logement, est-ce que ça vous parle? Ça vous inspire quoi? Vous l'utiliseriez comment, vous, etc. Et donc, on a réfléchi à monter un protocole qui permet de passer de l'idée au concept et à son test, puisque en ce moment même, le carnet numérique du logement est en train d'être bêta-testé par des testeurs, et j'en parle dans un instant. Donc, FontVoice, nous, on s'est positionné dans ce cas précis un petit peu au début de l'histoire. À savoir qu'on travaille avec EDF depuis 5 ans maintenant à travers la plateforme EDF Pulse & You, qui est la plateforme de co-innovation du groupe EDF à destination des clients, des particuliers, également avec une communauté salariée dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais voilà, vous aurez également cette information. Et l'idée de EDF Pulse & You, c'est de rassembler un maximum de personnes qui ont envie de s'impliquer, de s'engager auprès d'EDF dans la co-construction de nouvelles offres, de produits et services, mais aussi sur des sujets sociétaux beaucoup plus larges que sont l'impact, l'intérêt des énergies vertes, en passant par une thématique autour du silence et l'importance du silence ou pas dans nos habitats. Donc, c'est vraiment des réflexions très larges qui sont adressées sur EDF Pulse & You. Je vais vous donner juste quelques informations sur FontVoice, qui nous sommes, et ensuite je rentrerai sur le cas CNL plus en détail. Donc FontVoice, on est un éditeur de logiciels, et on propose une plateforme participative, donc un site internet, pour le dire de façon plus concrète, qui permet aux entreprises comme EDF de fédérer leur communauté et de rentrer en discussion sur des sujets stratégiques. Donc vous voyez, le CNL, c'est bien ça rentre tout à fait dans ce cadre-là.
On est une plateforme qui collecte et analyse les retours d'expérience, donc les feedbacks, les avis clients d'une certaine façon. Et la plateforme peut répondre à des problématiques de connaissances clients, d'expérience client, de parcours. Et évidemment, tout ce qui y est récolté devient une mine d'or pour prendre des décisions et pour faire évoluer une nouvelle offre dans un sens ou dans un autre. Ce qui est important pour nous, notre fil conducteur, et qui est d'autant plus vrai depuis les années un petit peu compliquées que l'on connaît depuis fin 2019, début 2020, et puis la crise sanitaire que l'on traverse. Et c'est quelque chose sur lesquels nos clients sont toujours très alertes. C'est sur garder le contact et comment créer de la proximité avec ses clients pour plus facilement non seulement se projeter dans le monde de demain, mais aussi pour créer de la valeur avec eux et créer de la valeur pour votre entreprise. Donc, ce petit schéma, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est grosso modo des différents types de proximité et un exercice de co-innovation tel que celui qu'on va décrire dans un instant. On est bien aussi sur cet engagement en proximité relationnelle, en proximité sociétale, en proximité d'usage. Et c'est tout l'intérêt pour nous aujourd'hui de s'assurer que la co-création et les communautés d'innovation, ça soit pas juste un vœu pieux, mais ce soit bien des choses très concrètes et incarnées dans les entreprises. FanVoice, c'est notre logiciel, il permet vraiment de couvrir tout le scope de l'intelligence collective depuis le début d'un projet. Je me pose des questions sur révolutionner le logement, sur des nouvelles offres qui n'existent pas aujourd'hui, et je vais m'appuyer sur les forces vives que sont les personnes qui habitent chez elles, qui vivent leur logement, pour aller travailler des frustrations, pour aller identifier des attentes non satisfaites, etc. et pour, dans un premier temps, faire émerger des attentes. Ces attentes, je les analyse, je les mouline, je peux faire émerger des concepts et je continue, en m'appuyant sur ma communauté, à tester ces concepts, à les valider, jusque peut-être au moment où j'ai une version bêta que je fais tester, que je fais débugger, que je fais améliorer, exactement ce qu'on fait sur le CNL, jusqu'à potentiellement une étape de fidélisation. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur ce cercle vertueux des communautés où vous êtes dans de l'engagement, de la proximité et de la valeur ajoutée à la fois pour vos clients, pour vos utilisateurs et à la fois évidemment pour les entreprises. On a pour habitude, et c'est calculé, puisqu'on nous interroge souvent sur finalement le ROI ou le bénéfice de ces communautés, c'est très clair. Ça, c'est issu de notre enquête de satisfaction qu'on fait tous les ans avec les 40 entreprises qui utilisent la solution FanVoice. Ce qu'elles disent, et c'est très clair, c'est que les plateformes et ces dynamiques co-créatives, elles permettent de mieux comprendre les attentes des clients. Alors, ça semble un peu une évidence, mais en même temps, c'est le début de l'histoire. 91% disent que le travail qu'ils font avec leurs clients, ça permet d'augmenter l'intention d'achat auprès de ses clients, ce qui est absolument non négligeable. Et par ailleurs, 89% témoignent du fait que ça permet d'accélérer l'innovation des produits et des services et des nouvelles offres. Donc finalement, on est sur vraiment des gains très concrets qui sont tangibles et intangibles à chaque étape de la co-création. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et dans la co-innovation en action au prisme du carnet numérique du logement. Donc, quand on a commencé à réfléchir avec les équipes EDF, il y a quelques mois maintenant, le sujet, c'était justement, il y a ce carnet numérique du logement, on y est, on y réfléchit et on a besoin de comprendre certaines choses. Et c'est notamment les quelques objectifs que je vous ai mis ici. Travailler l'acceptabilité de l'outil, en identifiant des motivations et des freins à l'usage. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que j'ai envie d'utiliser? Comment le CNL peut être utile sur tout le cycle de vie d'un logement, puisque, comme le disait Pascal, c'est un outil qui permet vraiment d'avoir une vision très holistique de son logement. Mais comment est-ce que vous, moi, Florent ou Clément, on l'utiliserait plus précisément? Donc ça, c'est des questions qu'on se posait. Et ensuite, c'était stratégique pour nous d'avoir ce premier temps de conversation qu'on a donc proposé sur la plateforme EDF Pulse & You, parce qu'on voulait aussi identifier des pulseurs, c'est comme ça qu'on les appelle sur EDF Pulse & You, particulièrement impliqués et prêts à tester le carnet numérique du logement en conditions réelles. Et c'est ce qu'on a fait.
C'est un projet qui s'est déroulé sur 3 mois, où vous voyez, où c'est un peu petit, donc je vais vous aider à lire, mais on invitait les participants à s'exprimer sur est-ce qu'un carnet numérique du logement leur serait utile, quelles fonctionnalités précises. Évidemment, on avait présenté, notamment à travers une petite vidéo, ce qu'est le carnet numérique du logement, puisque c'est une offre qui est tout à fait nouvelle. Et on les a engagés dans une réflexion, une façon de voir leur logement un petit peu différemment. Nous avons eu plus de 500 idées, moi-même je suis obligée de me rapprocher, 277 participants, un nombre de réponses au sondage qui ont permis de valider des orientations stratégiques autour du projet. Et non seulement valider son intérêt, ce qui était l'objectif principal, recueillir des suggestions d'amélioration et recruter de futurs bêta-testeurs. Et on a fait ce premier temps qui a duré 2-3 mois, comme je vous le disais. On a laissé tout le monde respirer. Et puis, depuis 2 semaines, on est dans le deuxième temps. Donc, c'est sur une page Internet, ça se passe sur EDF PLC-New. On a sélectionné un pool de 300 bêta-testeurs environ qui ont sur 3 cibles différentes, avec des cibles qui ont des critères un petit peu différents. Ça, je pourrais, si vous avez des questions sur ce point-là, on pourra rentrer dans ce détail-là par la suite. Et on a fait tout un travail et avec EDF et avec The Machinery pour leur permettre de véritablement tester le carnet numérique du logement, personnalisé, donc il y a toute une problématique de personnalisation, et de leur dire, eh bien, écoutez, maintenant on y est, testez-le, dites-nous ce que vous en pensez, et on va même leur proposer des missions, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'aller faire quelques tâches très précises au sein de ce carnet numérique du logement pour voir s'ils y arrivent, pour voir si c'est facile, pour voir là où ça coince et pour pouvoir, encore une fois, être dans cette perspective d'amélioration et de projection dans du très concret. Donc, comme je vous le disais, c'est en ce moment, le projet a commencé il y a à peu près une semaine et tout l'intérêt de cette approche-là et de ce qui est en train de se dérouler, on l'a phasé en 3 temps, grosso modo. La première prise en main et le retour très spontané des participants, la découverte. On va avoir un deuxième temps de mission qui sera piloté par Pascal, où Pascal va aller vraiment pousser ses testeurs dans le retranchement pour voir comment l'outil vit en conditions réelles. On analysera les feedbacks et les sondages dans un troisième temps pour restituer des résultats. Et enfin, pour terminer sur cette partie-là, ce qui est hyper intéressant et ce qui est passionnant dans ce projet, c'est qu'on a un suivi en temps réel qui est complètement holistique. Là, vous avez quelques captures d'écran. Alors, c'est du premier temps de conversation. Évidemment, le bêta-test se passe en ce moment. Je ne partage rien pour l'instant. Mais vous voyez, ça, c'est des indicateurs qu'on peut retrouver en back-office. C'est un nombre de participants, ce que partagent les gens quand ils participent et les réponses au sondage. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très concret. Et ce qui est passionnant dans ce bêta-test, c'est que Pascal a la possibilité non seulement de voir ce que les gens disent par du déclaratif, mais également d'accéder aux données de connexion et d'utilisation de l'outil pour finalement faire se rejoindre la donnée déclarative et la donnée constatée, ce qui est un des enjeux un peu phares quand on est sur des objets connectés ou des offres nouvelles. Et donc, c'est tout ce projet qui est en train de se dérouler. Encore une fois, premier temps d'exploration, ce fameux bêta-test qui se déroule en ce moment sur la plateforme FanVoice et qui permet, encore une fois, d'être dans la co-création de cette nouvelle offre. Voilà pour cette première partie. Et donc, comme je le disais, on est en travail permanent et en articulation avec The Machinery qui intervient également sur le projet en complément. Merci beaucoup, merci Julie. Donc rapidement, The Machinery, donc notre métier, c'est de générer de la traction. Donc en fait du trafic sur des projets qui aient trouvé leur alignement proposition de valeur marché ou qui soient plutôt en phase de tâtonnement. Alors peut-être pour un petit point de contexte, c'est de vous dire pourquoi je fais ce métier. La raison, elle est assez simple, c'est qu'il y a maintenant 6 ans, j'étais fraîchement diplômé d'école de commerce. On m'avait bourré le crâne en m'expliquant que le monde m'attendait et que j'allais évidemment réussir. Donc, j'ai pas manqué d'être quelqu'un à la mode et de lancer une start-up, en tout cas d'essayer, puisque j'ai décidé de lancer une plateforme sociale. Donc, en gros, une plateforme de partage de contenu. Il faut se dire qu'à l'époque, j'avais fait un calcul extrêmement savant. Instagram venait de se faire racheter 1 milliard par Facebook. Le chiffre d'affaires s'élevait à approximativement 0 €. Donc, je m'étais dit qu'a priori, c'était une bonne idée de faire un réseau social, puisque même sans chiffre d'affaires, on pouvait faire fortune. Ça avait 30 millions d'utilisateurs. Donc, j'ai lancé à l'époque un projet qui s'appelait Mindle. Et puis, j'ai foncé, bille en tête.
je me disais que si moi je trouvais l'idée bonne, il y avait sûrement plein de personnes dans le monde qui la trouveraient aussi excellente que moi. Et je me suis lancé, on s'est associé, on a levé un petit peu d'argent, on a créé un produit. Et puis tout ça nous a occupé quand même pendant 2 ans. Puisqu'au bout de 2 ans, on a commencé à se dire, tiens, c'est quand même bizarre. On arrive à faire en sorte que les gens s'inscrivent, mais ils ne reviennent pas tellement. Et encore, les inscriptions, c'est difficile de rendre ça linéaire, prévisible, et notamment de mettre un coût par utilisateur supplémentaire en face. Et donc, c'est à ce moment qu'on s'est mis à s'intéresser au dopage de performance via de la publicité. Et donc, on a commencé à acheter un tout petit peu de publicité sur Facebook en ciblant des personnes réputées être les plus à même d'apprécier le service qu'on allait leur proposer, en faisant une hypothèse assez simple. Si je propose à quelqu'un qui adore la nourriture bio, par exemple, parce que les plateformes le savent sur nous, et que je propose la toute nouvelle croquette bio pleine de protéines et pas du tout néfaste pour la nature, et que j'ai déjà de mauvaises performances au niveau de la publicité, c'est qu'a priori, dans la suite du parcours, ça va pas très bien se passer. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce projet. C'est qu'au bout de 2 ans de développement, on s'est rendu compte que, en fait, déjà, on avait lancé un magasin ou un restaurant. On avait lancé un restaurant. On s'était beaucoup inquiété de la couleur de la moquette et de la marque du frigo. Mais en fait, au moment de vraiment lancer ce restaurant, on s'est rendu compte qu'on n'était déjà pas fichu de faire venir les gens à un coût acceptable devant le pas de la porte pour regarder le menu. Alors, c'est vrai que déjà, à l'époque, on avait un gros défaut, c'est qu'on connaissait pas FanVoice. Donc ça, c'est sûr que ça nous aurait bien aidé. Et puis le second, c'est que on a fait ce que malheureusement, on est trop nombreux à avoir fait et ça persiste encore. C'est le fait de lancer un projet en étant absolument sûr qu'on est le nouveau Steve Jobs et en négligeant le calcul du coût d'acquisition, c'est-à-dire l'investissement que ça va nécessiter d'attirer l'attention vers mon produit pour pouvoir faire en sorte de transformer. Donc c'est pour ça que la raison d'être de The Machinery, c'est de générer de la croissance pour des projets en phase de recherche d'alignement marché ou des projets qui sont déjà en train de rouler. Donc ça, on l'a déjà fait pour un petit peu plus de 150 clients depuis 2016. On a une particularité aussi, c'est que l'un de nos métiers historiques, c'était de faire du développement, de mettre les mains dans le cambouis. Maintenant, on est surtout sur de la maîtrise d'ouvrage ou sur du test de projet ou des campagnes d'acquisition. Et donc, on le fait aussi bien pour des grands groupes que pour des startups, puisque le point commun, c'est que tout le monde a envie de croître, d'attirer plus d'utilisateurs au meilleur prix. Alors, peut-être un tout petit point de théorie. Théorie, c'est un grand mot en fait. C'est plutôt un modèle. Le modèle ARE, extrêmement charmant à prononcer. En fait, ce modèle, pourquoi je vous le présente, c'est que même pour vous, à emporter, si vous êtes dans des activités qui vous permettent de faire de l'acquisition en ligne, il vous donne la structure, l'architecture de votre tableau d'analyse de performance. Tout à l'heure, je vous donnais mon exemple de restaurant en vous disant que finalement, on s'était trop attardé sur essayer de le rendre le plus parfait possible. En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est commencer par voir si sur les 2 premiers A, qui sont les 2 premières étapes de l'entonnoir, on était capable d'avoir un canal d'acquisition bien identifié pour toucher nos amateurs de nourriture bio. Et B, est-ce que je suis capable, une fois que j'ai utilisé ce canal, de leur faire un premier pas dans ma direction au meilleur coût? Ça, c'est vraiment un principe de base, un principe d'ailleurs qu'on retrouve dans la discipline qu'on appelle le growth hacking. Je pense que vous avez peut-être entendu déjà parler du lancement de Dropbox. Dropbox, c'est exactement le même principe, c'est de se dire, avant même d'investir dans un produit, je vais d'abord chercher à valider le fait que les gens ont un problème suffisamment grand pour faire en sorte qu'ils se préinscrivent au lancement de ce produit. Donc, en fait, vous voyez ici, c'est le fait qu'ils vont voir qu'il y a Dropbox qui se prépare et ils vont voir qu'il y a un site sur lequel je vais pouvoir m'inscrire, donc m'activer pour pouvoir bénéficier de l'offre. Et si et seulement si, sur ce début d'entonnoir, j'ai des performances suffisantes, alors je m'inquiéterai de faire revenir les gens grâce à un produit que j'aurais développé pour les maintenir et ensuite, pourquoi pas, les faire passer à une offre payante, puis faire en sorte, une fois que je les aurai satisfaits, qu'ils en parlent à tous leurs amis, à toute leur famille pour faire boule de neige.
Voilà, donc je vais être très clair là-dessus, c'est le fait que dans nos méthodes, on s'inquiète d'abord du fait qu'on est capable de retenir l'attention au meilleur coût et à leur faire un premier pas à ces utilisateurs potentiels. Sachant qu'en plus, comme on s'inscrit dans la suite du travail que fait User Voice, eh ben, on a quand même du matériel de qualité pour pouvoir comprendre ce qui va faire tilt dans l'esprit d'un utilisateur potentiel. C'est pour ça que nos offres sont particulièrement complémentaires. Toujours sur, on va dire, les éléments un peu génériques, ce qu'on cherche à faire finalement, c'est organiser une sorte de compétition. L'avantage qu'on a aujourd'hui dans un monde désintermédié, comme on le dit via les grandes plateformes, c'est qu'à l'époque, on va dire il y a 20 ans, vous lanciez un business. Si vous vouliez faire des tests sur les différentes façons de vendre votre business, et ben, ça allait être d'embaucher peut-être 10 commerciaux, d'organiser une compétition entre les 10 commerciaux, de donner des argumentaires différents aux 10 commerciaux et de voir à la fin de la semaine qui revenait avec la besace la plus remplie, avec le carnet de commandes le plus fourni. Ce qu'on fait schématiquement dans ces campagnes comparatives, et notamment avec EDF, c'est le fait de formuler de plein de façons différentes les bénéfices que vont produire le service ou le produit. En dessous, là, vous avez un tableau qui est issu d'un exemple d'une campagne qu'on a menée avec un ancien ingénieur d'Apple. Alors, j'aime bien cet exemple parce que pour le coup, cet ingénieur a été justement très marqué par la culture Apple, qui consiste à considérer qu'à partir du moment qu'un produit émane de quelqu'un de chez Apple, il aura nécessairement un marché. Et du coup, en tant qu'ancien salarié, il avait eu une idée intéressante d'enceinte connectée pour régler un problème qui lui semblait fondamental, qui était celui de la friction au moment où, vous savez, on appert son téléphone et l'enceinte, il y a toujours un bug, ou alors vous recevez un coup de fil alors que vous êtes en train d'apprécier un très beau morceau de musique classique, ça vous fiche en l'air votre moment de détente. Et donc, cet ingénieur est venu nous voir en disant, écoutez, je sais que mon produit va marcher, donc déjà on partait sur des bases intéressantes, mais je ne sais pas ce qui va faire qui va mieux marcher. Donc, le tableau que vous voyez juste là, c'est le résultat de cette compétition entre des arguments marketing qu'on a mis en œuvre au travers de campagnes publicitaires sur Facebook. Grosso modo, on poussait sur la même cible, 4, 5, 6, 8 variations de messages, et à la fin, on relevait les filets et on voyait là où ça nous coûtait le moins cher pour faire cliquer les gens, là où ça nous coûtait le moins cher pour faire en sorte que les gens se préinscrivent au lancement de cette fameuse enceinte. Et à la fin, là où c'est aussi très intéressant, c'est qu'on dispose donc d'un coût par captation d'opportunités qu'on va pouvoir mettre en perspective avec notre marge brute. Si déjà à ce stade, capter un email est supérieur à votre marge brute, alors il y a deux options. Soit vous êtes très riche et vous assumez le fait que éduquer votre marché va vous inciter à dépenser beaucoup d'argent pour aller récupérer des gens motivés. Soit vous vous dites qu'il faut dès à présent trouver un modèle rentable et que donc, si votre coût par captation d'un client potentiel, on ne parle même pas d'un coût par achat à ce stade, est supérieur à votre marge brute, alors vous avez un sérieux problème. Donc, vous voyez quand même la valeur préventive que peuvent avoir ces tests, c'est qu'une fois que vous avez co-designé une proposition de valeur, vous avez commencé à affiner un produit, on va pouvoir travailler la distribution sur la base de ces éléments pour l'optimiser et avoir les meilleures performances possibles. Alors, dans le cadre de ce qu'on a fait justement avec EDF et à la suite de FanVoice, c'est déjà prendre les éléments qui ont été produits. Alors, spoiler alerte, on est encore en train de préparer ces tests. Et puis, de toute façon, je ne comptais pas vous révéler tout le contenu précis. Ça n'aura pas d'intérêt. Mais ce qui est vraiment important, c'est la démarche. Donc, FanVoice fait le travail de proposition de valeur. Nous, derrière, Pascal vient nous voir en disant, voilà, on a fait en sorte que le produit en B2C il soit absolument optimal. On sait que ce qu'on va vendre est utilisable de manière fluide. On sait qu'il y a un accueil qui est plutôt chaleureux. Maintenant, il faut aller le vendre à la cible professionnelle. Puisque, comme Pascal le disait au début, c'est une relation tripartite, le carnet numérique du logement. Et donc, nous, là où on vient s'inscrire, Pascal n'hésite pas à compléter d'ailleurs s'il y a besoin. Nous, là, on va s'inscrire avec The Machinery, c'est de dire, OK, très bien, bien reçu, il y a un beau produit à vendre, donc en fait, on va s'occuper du B dans la relation B2B2C. Et la première partie, ça va donc consister à dessiner la stratégie. Donc, c'est une phase d'analyse qui va être vraiment très concrètement d'aller regarder sur toutes les plateformes, LinkedIn, Google Ads, Facebook, Facebook Ads, quelles sont les quantités de cibles qu'on peut trouver, quelles sont les bonnes méthodes, d'après nous, à utiliser pour aller les atteindre,
quels sont les éléments de langage qu'on pourrait déployer, quels sont ce qu'on appelle les lead magnets. Donc concrètement, le lead magnet, c'est la carotte. Je vais vous en donner un très concret. Aujourd'hui, on a organisé un super webinaire avec Finance Innovation, avec FindVoice et The Machinery et le CNL. Et ben ça, c'est un lead magnet merveilleux parce que derrière, ça fait parler de FindVoice, The Machinery et le CNL. Donc en fait, une partie de notre job quand on prépare le lancement B2B du CNL, c'est aussi de réfléchir justement à tous ces échantillons de propositions de valeur qu'on va pouvoir imaginer pour bien montrer la puissance du CNL. Juste pour m'arrêter 2 secondes là-dessus, parce que c'est un point qui est fondamental. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a une profusion d'offres de contenu. Il y a un livre blanc qui sort dans le monde chaque seconde. Votre enjeu pour votre business, c'est de trouver l'équivalent de votre guide Michelin. Alors, pourquoi je dis guide Michelin ? C'est que honnêtement, entre nous, on peut utiliser tous les anglicismes possibles, on peut parler de toutes les startups qui soient. Le meilleur marketing, il a été inventé au début du 20e avec les frères Michelin qui disent on a un processus de vente des pneus qui est irrégulier, on ne change pas ses pneus tous les 4 matins. On a besoin de créer du lien avec nos prospects ou nos acheteurs potentiels entre 2 occasions de consommation. Et en plus, on veut pouvoir l'associer à nos valeurs de qualité et d'exigence. Et ben justement, le guide Michelin, c'est un excellent moyen puisque ça coûte beaucoup moins cher, que ça engage les gens à prendre la route, et donc à user leurs pneus. Et en plus, ça se trouve dans l'habitacle de la voiture. Donc en fait, là où j'ai envie de vous faire réfléchir aussi, c'est vous, dans votre business, quel est quelque part le guide Michelin que vous pouvez imaginer ? Quel est cet ersatz de valeur ? Quel est ce début de chemin que vous pouvez faire à vos utilisateurs, à vos prospects potentiels, pour ensuite les amener à vous dans les meilleures conditions ? Je vous donne peut-être 2-3 exemples pour que ça puisse aussi vous permettre de partir avec des idées. Payfit, donc qui est une startup dont la vocation est de faire du suivi de fiches de paye via une plateforme en SaaS. Et ben plutôt que de faire des pubs premier degré de bonjour, achetez Payfit parce que ça coûte moins cher que de le faire à votre comptable, ou bonjour, on a une performance supérieure parce que on a une interface qui est super intuitive avec des chiffres, ils vont vous dire bonjour, téléchargez la grille de salaire des métiers de la tech en 2020. Ils vont vous dire téléchargez le modèle pour mener vos entretiens annuels parce qu'on sait qu'on approche de la période où ça va être le cas. C'est de se positionner quelque part en facilitateur, d'amener un premier service qui va déjà d'une qualifier votre audience. Vous doutez bien que quelqu'un qui va télécharger une grille d'entretien annuel, c'est qu'il n'a pas forcément de DRH qui l'a fait pour lui et qu'il est intéressé par le fait d'être carré dans sa gestion. Donc en fait, ça c'est une attitude qui est très proche de ce que Payfit cherche à fédérer comme type de prospect, puisqu'il s'adresse à des dirigeants d'entreprise entre 10 et 40 salariés. Donc, en gros, cette idée de guide Michelin, c'est exactement ça. Deuxième exemple, HubSpot. HubSpot, donc éditeur d'un logiciel de suivi de performance marketing et commercial, donc créé ce fameux guide Michelin. Ça part d'une douleur opérationnelle. Là, c'est intéressant puisqu'en plus, eux, en optimisant leur process, finissent par inventer quelque chose qui va servir à attirer des prospects. Donc, on se replace dans le contexte. HubSpot, au début, ils sont 5 ou 10 commerciaux. Comme HubSpot, ils ont un prospect en tête qui est quelqu'un qui a déjà un site avec certains usages numériques, des comptes sur les réseaux sociaux, un souci au maillage SEO sur la vitesse de chargement. Ils se disent, à chaque fois qu'on a une opportunité, on doit aller regarder la quantité de fans sur les pages, la quantité de connexions sur le compte LinkedIn, la vitesse de chargement, etc. C'est super long. Les développeurs de HubSpot se disent, on va aider les commerciaux, on va leur créer un outil qui va faire ça de manière automatique à partir du nom de domaine du site. Première étape, on optimise le process. Deuxième étape, ils se disent, OK, c'est bon, les commerciaux ont bêta-testé cet outil. Le geste suivant, il est très simple. C'est qu'on va le mettre à la disposition du grand public et si les gens veulent leurs résultats, alors ils devront mettre leur email et derrière, quelque part, l'outil aura préqualifié l'opportunité commerciale pour HubSpot puisque derrière, on aura toutes les informations sur l'utilisateur qui se sera embarqué. Donc, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est fondamental. C'est qu'une fois qu'on a travaillé ces canaux et ces quantifications, on doit, pour optimiser son tunnel de conversion, trouver la bonne carotte. Et il n'y en a pas qu'une, il faut bien sûr les mettre en concurrence puisque ce qui fonctionne sur un secteur ne marchera pas peut-être pour un autre.
Donc, pour me résumer sur cette partie design de protocole d'acquisition, la définition des cibles est fondamentale et elle est variable d'un travail d'analyse des différents canaux, je vous en ai parlé. Et elle est aussi intimement liée au fait que vous allez proposer des parcours qui donnent l'impression à chaque prospect que le message délivré dans la pub, c'est la raison d'être principale de votre service ou de votre produit. C'est le principe du A/B test. Donc là, vous voyez bien sur ce schéma que, par exemple, pour nos décideurs CNL, si d'un côté on leur dit bonjour, venez découvrir le nouveau webinar sur les enjeux justement de ce fameux projet de loi là qui est en phase de validation, on va les faire atterrir dans un univers qui ne parle que de ça. On ne va pas court-circuiter le message avec d'autres informations sur les fonctionnalités du CNL. On se concentre sur un seul objectif. Il faut mettre des œillères, sinon c'est la garantie d'avoir une déperdition de performance. À l'inverse, sur le deuxième message qu'on pourrait avoir ici, si d'un coup on leur dit nous on a lancé le premier podcast sur la digitalisation dans les métiers de l'immobilier, on ne leur parlera que de ça aussi. C'est une seconde règle de base à appliquer quand on lance ces campagnes d'acquisition et de pré-lancement. Je remets une petite couche sur la partie ciblage. Dans le pilotage de ces campagnes, lancement ou phase de croissance, il est essentiel d'aller chercher là où vos utilisateurs ont déjà été éduqués par vos partenaires ou par vos concurrents. On sait ce que ça coûte de devoir éduquer un marché à de nouveaux usages. Là, je vous mets un exemple de Slack pour que ça soit très clair. Slack, quand il se lance il y a quelques années, leur persona de base, c'est des gens qui ont déjà une appétence pour la communication par des solutions digitales et en même temps qui utilisent des web services. Donc, naturellement, le terrain de chasse de Slack, ça va être des espaces qui regroupent les deux usages. Pour le CNL, c'est pareil. On va aller chercher des clients potentiels qui ont déjà idéalement des usages qui nous montrent qu'ils sont ouverts à l'innovation et à la digitalisation dans leur métier. Bon, je ne vais pas vous assommer avec ça. Peut-être un petit point sur les canaux utilisables. Ça dépend un peu de vos ressources. Nous, on a une préférence pour les canaux qui nous permettent de faire soit des campagnes très quantitatives d'un coup, soit qui nous permettent d'avoir des statistiques représentatives pour un ensemble plus grand. Concrètement, ça veut dire faire de la pub. Acheter de la pub, par exemple, sur Facebook, on sait que à partir de quelques centaines d'euros, on peut avoir une tendance représentative de ce qu'on aura sur de plus grands échantillons. Et aussi, idéalement, disposer de bases mail sur lesquelles on va pouvoir faire du A/B test avec des outils de mailing pour comprendre si ça va délivrer. Vous retrouvez après le détail des autres canaux. Je ne vais pas approfondir trop là-dessus puisqu'il nous reste que quelques minutes après pour traiter les questions. Mais l'idée, c'est d'avoir de manière artificielle, très vite, beaucoup de gens touchés pour comprendre ce qui va le mieux fonctionner. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ici, je vous ai mis pour rappel la progressivité des fameuses carottes. C'est-à-dire qu'au début, quand on connaît mal son marché, l'idéal, c'est d'aller au front, c'est-à-dire de solliciter plutôt des interviews, opter pour la casquette études, et pour pas investir trop de temps dans des contenus ou dans des services qui risqueraient de ne pas être consommés. L'avantage, c'est qu'avec FanVoice en amont, on a tout de suite une assez bonne connaissance des utilisateurs. Alors là, c'est particulier parce qu'on est sur du tripartite, mais clairement, FanVoice vient jouer ce rôle d'entretien qualitatif qui est fondamental pour justement bien designer ses propositions de valeur. Le but, en fait, de cette intervention en action après FanVoice, nous, dans un premier temps, on commence par designer donc, le système d'acquisition qui sera le plus performant et ensuite exécuter les fameuses campagnes pour aller chercher les utilisateurs potentiels, comme ça va être le cas pour le CNL. Donc, j'espère que vous aurez bien compris l'articulation entre co-designer un produit, une proposition de valeur et ensuite le valider sur des quantis plus grand via les outils de marketing digital afin de faire du test A/B, confirmer ou pivoter légèrement dans son discours marketing ou commercial. Et je crois que le moment est venu, du coup, de passer, de faire un interrogatoire de Pascal. Et Julie, je te redonne la parole. Interrogatoire de Pascal. Tout à fait. Pascal, nous allons maintenant te poser quelques questions. Alors, je vais repartir. Alors, c'est assez simple, il nous reste quelques minutes. Donc, on vous a présenté l'articulation et les rôles et
le bénéfice de chaque approche. Ce qui nous semblait intéressant dans ce dernier temps, c'était d'avoir ton retour d'expérience, Pascal. Alors, pas tant sur le CNL pour le coup, puisque c'est work in progress, mais sur la façon dont déjà on a travaillé ensemble, et aussi en quoi les expertises qu'on propose te semblent particulièrement utiles. Et ce que tu retiens de la relation start-up grand groupe, puisque c'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et je sais que c'est une question en général qui intéresse. Donc je te laisse picorer, je te laisse rebondir. Voilà, c'est pas scolaire, tu peux faire des digressions si tu le souhaites, mais voilà les 3 questions sur lesquelles on voulait te lancer. M'inviter à des digressions, c'est extrêmement dangereux. Bon, j'ai pas le droit à un joker. Il y avait un jeu à la télé à un moment, il y avait une question qui nous plaisait pas, on pouvait faire ce joker. Ah si, tu peux ne pas répondre, mais… Oui, non, mais je crois malheureusement que je sais faire ce genre de choses. Alors, pourquoi avoir fait appel? En fait, sur un sujet comme le carnet numérique du logement, il y a une particularité. D'abord, le produit est assez compliqué à expliquer. Et puis surtout, quand en 2016, on a été sollicité et qu'on a commencé à mettre cette petite équipe en interne, grossièrement, on avait une vision de se dire, oui, dans 5-10 ans, il y aura des plateformes de carnet numérique du logement. Les gens, quand ils vendront leur logement, ils transféreront leur carnet numérique du logement. Et on voyait bien l'outil digital, mais il faut dire qu'il y a 5 ans, c'était quand même pas très digitalisé le secteur du logement. Et je dirais que c'est en progression avec le confinement, mais ça s'améliore. Puis surtout, on racontait une histoire qui était un peu un rêve, quoi, de ceux qui avaient un peu regardé. Et puis autour, on voyait bien que c'était tout ça, il fallait connecter à des plateformes qui n'existaient pas encore, etc. Je dirais qu'en 5 ans, ça a bien progressé. Mais entre-temps, quelque part, on s'est tourné vers le groupe EDF. Et quand dans le groupe EDF, le produit, on voit bien qu'il y a un intérêt, il y a une réglementation, il va y avoir un marché, tout ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et puis, ça concerne à la fois la direction particulier, la direction B2B, ça concerne aussi les acteurs de la rénovation, donc beaucoup de monde dans un groupe, avec bien sûr des organisations silotées. Et donc, en fait, on a un regard bienveillant, mais on n'a pas un sponsoring fort. Parce qu'un sponsoring fort dans un grand groupe, c'est de dire, voilà, alors là, ce projet, il est stratégique, tout le monde l'a compris. Et donc, on va mettre les sous et on va mettre toutes les équipes dessus. Et voilà, et on développe. Donc, nous, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans une situation où le produit est compliqué. Je ne dirais pas que tout le monde ne comprend pas. Enfin, il y en a qui, voilà, c'est plateforme digitale. On peut, voilà. Et donc, en fait, on nous donne des sous, on nous fait confiance parce qu'on sent bien quelque chose. Mais, quelque part, on est économe. Et donc, la mission qu'on a, nous, ce qui me va assez bien, hein, c'est plutôt de dire, voilà, avancer, trouver le marché, trouver le produit, développer, mais dépenser pas trop de sous, et puis continuer à nous convaincre continuellement. Alors ça, continuer à nous convaincre continuellement, ça, je dois dire, ça a été une partie de mon activité, hein, sur les différents silos d'organisation d'ailleurs. Donc, moi, j'appelle ça de la comitologie, donc c'est nécessaire dans les grands groupes. Et en plus, pour corser le tout, c'est qu'on a sorti un produit, on voulait sortir un produit qui se distinguait des autres produits concurrents. Et donc, on a fait une alliance avec DocaPost qui apporte le coffre-fort Digipost. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un des coffres-forts qui est le plus vendu en France et surtout qui a des performances non négligeables et qui vient renforcer la capacité d'utilisation et d'occurrence du carnet numérique du logement qu'on a développé. Et donc, on avait 2 grands groupes, chacun de leur côté, qui nous regardaient d'un regard bienveillant, mais tout en nous demandant qu'est-ce qu'on faisait des sous. Donc, quand on est dans cette situation-là, qu'on n'est pas beaucoup, hein, on était une équipe, on est monté à 5 à un moment, mais pas plus, et on n'était pas à plein temps, et en fait, il n'y a pas 150 solutions. Vous n'allez pas réunir des comités internes, mobiliser la R&D, mobiliser les juristes, mobiliser les directions des achats. En fait, parce que ça va tout de suite prendre une ampleur incroyable, il va falloir expliquer 150 000 fois le projet sans développer automatiquement. La seule façon de faire, c'est d'essayer de récupérer un petit budget et puis de se tourner vers des startups qui sont plus agiles, qui vont plus vite aux résultats et surtout qui vous disent le ressentiment qu'ils ont pour atterrir, quoi, tout simplement. Et là, et donc, en fait, vous gagnez en temps, vous allez directement à essayer de confronter quel est le besoin client, ce qui n'est pas automatiquement le premier réflexe quand on part sur un gros projet. Et puis surtout, c'est économe. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que c'est très pragmatique. Alors, dans une machinerie, donc Florent a expliqué bien sûr toute la partie
marketing qui est fondamental pour bien accrocher et pour faire démarrer le marché. Mais il y a aussi une partie dans The Machinery qui est une partie accompagnement au développement et à l'expression des idées du produit. Hein. Et donc là-dessus, voilà. Donc là, et pour ce qui est de PhoneVoice, quand on a eu développé les premiers produits, qu'on a été confronté un petit peu à nos clients B2B, hein, constructeurs, bailleurs, en fait, il fallait affiner le produit côté particulier. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est tourné vers la plateforme de PhoneVoice, hein, et puis qui avait un vrai retour d'expérience sur le fait de faire des expérimentations sur un temps assez limité, mais d'extraire et de tirer la meilleure valeur ajoutée en fait des gens qui participent au challenge. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, là, ce que disait Julie. Là. On a le tir qui est là parti pour 6 semaines et on voit continuellement là, les gens qui réagissent, qui interviennent. Et là, on est sur une opération extrêmement étonnante où il y a d'un côté le produit CNL qui est piloté par The Machinery et on trace tout ce que les gens font. La plateforme PhoneVoice où les gens font des commentaires et sont incités à exprimer des idées, faire remonter des commentaires à la fois positifs, à la fois constructifs, plutôt bienveillants. Et ça, c'est une espèce de dynamique qui est tout à fait intéressante. Et puis de notre côté, on a Digipost qui eux aussi vont voir un certain nombre de coffres-forts Digipost s'ouvrir, vont regarder l'activité qu'il va y avoir à l'intérieur de façon agrégée, tout en respectant bien sûr la sécurité des données et des personnes. Et donc on synchronise ces 3 acteurs qui tracent toutes ces informations et c'est vraiment passionnant. Et je pense que si on avait voulu le monter dans un grand groupe, c'était pratiquement impossible. Il fallait une agilité, une efficacité, il faut aller aux choses essentielles, il faut éviter la comitologie avec trop de personnes, voilà. Ça, c'est l'avantage de travailler avec des startups. Après, c'est évident que si on se projette à 5 ans et qu'on veut un produit industriel qui va être déployé à des centaines de milliers, voire des millions de particuliers, bien entendu, à un moment, on passera sur le process grand groupe, cahier des charges, construction d'une plateforme, et tout ça va durer plus longtemps, va coûter plus, mais on aura déverminé 80% des questions sur le produit et sur le marché avec des startups, et ça, je pense que c'est essentiel. Du moins, c'est une grande partie de mon esprit de fonctionnement, et avec PhoneVoice et puis The Machinery, je dirais qu'au quotidien, c'est un plaisir d'avancer sur ces sujets-là. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Que retenir de la relation startup grand groupe? Bon, moi, j'ai quelques années d'expérience sur le sujet pour avoir fait un parcours un peu particulier. Moi, je dis, dans le grand groupe, il faut quelqu'un qui soit un petit peu pas déconnecté du système, enfin, qui prenne du recul par rapport au fonctionnement des process et qui fasse un peu le garde du corps par rapport à la comitologie qui peut tomber. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'interlocuteur des startups et que quand il dit quelque chose, voilà, ça l'engage lui et derrière, il a backé le système. Et quand je dis backé le système, ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui startine toute la comitologie, les questions réglementaires, etc. Et puis les autorisations, ou pas d'ailleurs, ou les omissions, de façon à ce que les startups puissent produire et qu'elles soient payées pour la production qui lui est demandée. Parce que je pense que si vous mettez en dialogue le système de fonctionnement normal et grands groupes, enfin bon, il y a eu plein de stats là-dessus sur les grands groupes et les startups. Hein, je veux dire, il y a plein de bouquins qui ont été écrits, il n'y a pas besoin de réécrire ça. Voilà, donc je pense que les grands groupes ont besoin de cette agilité des startups parce qu'on va plus vite à l'essentiel pour déverminer toute une série de questions. Et puis, mine de rien, on arrive quand même à sortir un produit. Le CNL, il a été développé qu'avec l'appui de startups, je dirais. Bon, bien sûr, avec la comitologie d'EDF derrière d'un certain nombre d'experts, etc., mais majoritairement par des startups, on arrive à des produits qui sont tout à fait de bonne qualité. Hein. Moi, je regardais ce matin encore tous les commentaires de la nuit sur la plateforme PhoneVoice. Je veux dire, il y a des gens qui sont impressionnés par le potentiel d'accrochage de ce coffre-fort Digipost et du CNL et de ce qu'on peut construire comme fonctionnalité demain. Et donc ça a été fait, je dirais, avec les petits doigts et puis avec les startups majoritairement. Et puis nous, on a essayé de tenir le fil entre le grand groupe et la startup. Voilà. Donc on arrive à des beaux produits. C'est clair que si jamais demain on doit passer un cap en nombre, on sera obligé d'industrialiser et on rentrera dans une autre gamme de coûts. Mais je pense qu'on se sera posé les bonnes questions et surtout on gardera les bonnes pratiques d'un travail avec ces entités-là que sont les startups qui ont cette agilité, ce pragmatisme et surtout cette espèce de pensée du parcours client. Et celui qui a raison, c'est le client, c'est pas
C'est pas le génie des Carpates qu'évoquait tout à l'heure Florent qui arrive avec son idée géniale et il va convaincre le monde. Ça paraît absurde de le répéter, mais malheureusement, on le rencontre assez souvent. Voilà un petit peu. Et puis, en quoi les expertises outils sont utiles à EDF. Moi, je trouve que si je vais prendre le The Machinery, ce que propose Florent, on l'avait déjà testé une fois, mais en petite taille. Et puis, lui, il a fait évoluer aussi continuellement ses méthodologies, puisqu'il est continuellement en lien avec ce qui se passe up-to-date. Bon, donc, ils ont une agilité. Et puis, je crois que, clairement, aller chasser sur les outils digitaux, le marché B2B, on peut l'imaginer dans les grands groupes, mais on n'a pas la capacité à réagir suffisamment vite, faire un tirage, deux tirages, trois tirages et vraiment se concentrer sur la cible. Et ça, on va le faire en quelques semaines à la rentrée. Et je n'ai aucun doute sur la valeur ajoutée de ce que peut apporter The Machinery dans ce secteur-là. Sur le développement de The Machinery, je ne reviendrai pas non plus, mais clairement, au quotidien, je les embête et au quotidien, ils savent me freiner quand ce que je demande n'est pas automatiquement un sens avec ce que le client pourrait attendre. Et voilà. Et donc, il y a une espèce d'intelligence du client que j'essaye d'acquérir. Mais enfin bon, je crois qu'on est toujours en recherche d'intelligence soi-même. Et du côté de la plateforme de FundVoice, l'expérimentation qu'on a fait en janvier, moi j'ai trouvé que la qualité des retours qualitatifs qu'on observe sont vraiment très intéressants et en fait, c'est pas parce qu'il y a simplement une plateforme, on pose des questions, etc. On voit bien qu'il y a un travail sur des années d'un panel qui est habitué à travailler avec la plateforme FundVoice et que quand ces gens-là interviennent, en fait, ils ont été entraînés à un mode de fonctionnement qui fait que le résultat est de qualité. Et donc ça clairement, je sais pas où je trouverais ça en dehors d'un système de start-up et de cette agilité. Voilà un petit peu si j'ai essayé de répondre aux trois questions et puis je vais m'arrêter parce qu'il est 50. Je crois que c'est parfait. Puis Florent et moi, je pense qu'on va pas, on te contredira sur rien. Sinon, moi, juste rebondir, puis après on verra s'il y a des questions. Mais pour l'instant, je n'en vois pas dans le chat. C'est dire aussi que tu soulignais un état d'esprit et je dois dire que l'état d'esprit startup est aussi très actif chez EDF et que tous les interlocuteurs avec lesquels on travaille, nous côté FunVoice, puisqu'on travaille aujourd'hui avec entre 20 et 30 chefs de projet depuis plusieurs années. Et il existe cet état d'esprit start-up. Alors évidemment, plus on travaille avec vous, plus vous l'avez et inversement. Mais c'est ce qui permet aussi d'avancer de cette façon-là. Je ne sais pas, Florence, tu veux rajouter quelque chose ? Non, on a beaucoup de plaisir à bosser avec l'équipe du CNL. Et puis, merci pour les retours. Génial. Et Clément, il est 54. On avait dit qu'on laissait un petit temps pour les questions. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a certaines personnes qui souhaitent nous adresser des points en particulier. Alors effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions comme a fait Marie Cornet. Donc je vois que Julie, tu as déjà répondu à cette question à Marie directement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, ça m'a semblé plutôt clair, pour être honnête. Ok, écoutez, s'il n'y a pas de questions et si elles n'arrivent pas, je pense qu'on va rendre chacun à sa journée et sûrement à ses réunions à suivre. Et mille merci Pascal d'avoir pris du temps dans ton agenda absolument chargé grâce à nous. Voilà. On t'en rajoute, t'en avais pas assez. Merci Clément et merci Finance Innovation de nous avoir donné cette opportunité de prise de parole. Merci Florent pour ce duo inédit. Et bonne journée à toutes et à tous alors. À très bientôt. Et voilà, bonne journée à tout le monde et merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, pour rappel, pour les spectateurs, le replay sera disponible d'ici quelques heures sur la chaîne YouTube de Finance Innovation, comme l'intégralité de nos événements. N'hésitez donc pas à vous y rendre pour compléter vos journées. Voilà, un grand merci à Julie, Florent et Pascal et une excellente journée. À très bientôt, je l'espère. Au revoir. Tac.